Auguste de Sèvremont, duc et maître du château de Sèvremont, prononça ces mots un matin de juin devant sa mère. Je l'aurais oublié mardi. La tasse de chocolat toucha la soucoupe trop vite. Le liquide brun éclaboussa la porcelaine bleue. Diane observa son fils, la mâchoire serrée, les yeux qui esquivèrent les siens, et reconnut chaque geste parce qu'ils étaient les siens, prononcés il y a 33 ans devant une autre femme, au sujet d'un autre homme. Ce soir-là, à minuit, elle ouvrit la porte de l'alcoba ducale et découvrit Auguste endormi, chemise défaite, gilet entrouvert, le visage sans défense. Dans sa main droite, pressé contre sa poitrine comme une relique ou un aveu, un gant. Petit, blanc, de coton raccommodé 2 fois. Il le tenait avec la force des choses qu'on serre en rêve, celle que la conscience interdit et que le corps réclame. Diane reconnut le geste parce qu'elle l'avait fait elle-même, 33 ans plus tôt, avec une lettre qui n'était jamais partie et qui dormait encore au fond d'un coffre. Le mardi était passé. L'oubli n'était pas venu, 3 semaines plus tôt. Le comme d'or du petit déjeuner baignait dans la lumière matinale de juin. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer l'odeur du tilleul et le chant des merles. Diane de Sèvremont attendait depuis 20 minutes, assise à la table de chêne ciré, la tasse de porcelaine bleue posée devant elle comme une sentinelle. Auguste entra, vêtu d'un gilet de velours sombre et d'une chemise de lin blanc impeccablement boutonnée. Il prit place sans un mot, versa le chocolat chaud avec une précision qui trahissait une volonté de ne rien laisser paraître. Elle le regarda. « Tu passes beaucoup de temps dans la salle d'études. » Il étala de la confiture sur une tranche de pain. « Mathilde progresse ?»« Ce n'est pas de Mathilde que je parle. » Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il pesa comme une accusation. Auguste unta la tartine avec une concentration excessive, les doigts fermes sur le couteau d'argent. Cette fille est institutrice, Auguste. Compétente. Personne ne dit le contraire. Mais la manière dont tu la regardes... Il l'interrompit, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne la regarde pas. » Diane posa sa tasse avec une lenteur délibérée. « Tu la regardes comme ton père ne m'a jamais regardé. » Auguste lâcha le couteau. Le bruit du métal contre la porcelaine résonna dans la pièce comme un aveu involontaire. Le chocolat se renversa sur la nappe blanche, une tache brune qui s'élargit lentement. Sa voix se tendit comme une corde, sur le point de rompre. « Je l'aurais oublié mardi. » « Vraiment, elle finira son engagement en septembre, et ce sera terminé. Tu me rassures. » Elle ne signifie rien. Diane le regarda longuement, les yeux plissés. « Alors pourquoi as-tu cessé de dormir ?» Un silence plus lourd s'installa. Diane savait, les domestiques parlaient. La lumière de son bureau à 3 heures du matin. Les pas dans le corridor de l'aile étaient qui s'arrêtaient, c'est toujours devant une porte fermée, qui rebroussait chemin sans jamais frapper. Oublie-la, Auguste. Mardi ou un autre jour. Il se leva brusquement, abandonnant sa tartine intacte. C'est déjà fait. Diane le regarda partir. Elle reconnaissait chaque geste, chaque inflexion de voix, parce qu'elle les avait elle-même portés à 19 ans. Dans cette même pièce, devant sa propre mère, au sujet d'un homme sans titre. Cette nuit-là, à minuit, Diane ouvrit la porte de l'alcoba ducale. La lune jetait une lumière argentée sur le lit à baldaquin. Auguste dormait sur le dos, la chemise de lin déboutonnée jusqu'au sternum, le gilet de velours jeté sur le dossier d'une chaise. Le visage, habituellement si composé, était détendu dans le sommeil, les lèvres entr'ouvertes, les paupières closes sans tension. Et dans sa main droite, serrée contre sa poitrine avec une force qui trahissait ce que la conscience refusait d'admettre. Un gant. Petit, de coton blanc,
raccommodé 2 fois, une reprise visible au pouce, une autre à l'index. Un gant de femme qui travaillait. Il le tenait comme on tient les choses qu'on ne peut pas posséder le jour, avec la ferveur des objets volés, avec la douleur des choses qui ne vous appartiennent pas. Diane s'approcha sans faire de bruit. Elle observa le tissu froissé, les traces des doigts d'Auguste dans le coton, la manière dont sa main se refermait sur lui comme pour empêcher qu'il s'échappe. Et elle reconnut le geste, parce qu'elle l'avait fait, 33 ans plus tôt, avec une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée et qui reposait toujours dans un coffre en bois de rose scellé, adressée à un homme qui n'avait jamais su qu'elle l'avait aimé. Le mardi était passé. L'oubli n'était pas venu. Diane referma la porte sans bruit et retourna dans ses appartements. Elle s'assit devant la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux, et regarda la lune éclairer le jardin où, 3 décennies plus tôt, elle avait perdu un homme qu'elle n'avait jamais pu oublier. 3 semaines plus tôt, le carrosse s'arrêta devant le perron du château de Sèvremont un matin de mai, sous un ciel bleu pâle strié de nuages blancs. Auguste observait depuis la fenêtre de la bibliothèque un volume de Tacite ouvert devant lui mais oublié. Une jeune femme descendit du véhicule avec une grâce naturelle, vêtue d'une robe de coton gris, perles sans ornement, un chapeau de paille simple, noué sous le menton. Elle portait elle-même son bagage, un petit baoul en cuir usé et une valise de livres qui semblait peser plus lourd qu'elle ne le laissait paraître. Victoire Dessin, 25 ans, institutrice. Recommandée par un ancien collègue de son père, professeur de lettres classiques mort 5 ans plus tôt. Auguste la regarda traverser le jardin en direction de l'entrée des domestiques. Elle marchait avec une assurance tranquille, sans hâte, comme quelqu'un qui connaît sa valeur et n'a pas besoin de la prouver. Quelque chose dans la manière dont elle inclinait la tête pour observer les rosiers en fleurs lui rappela quelqu'un. Une impression fugace qu'il ne parvint pas à identifier. La première leçon eut lieu le lendemain matin dans la salle d'études. Une pièce lumineuse située dans l'aile et du château, avec de hautes fenêtres donnant sur le jardin et des étagères chargées de livres anciens. Mathilde, la nièce d'Auguste, une enfant de 9 ans aux cheveux bruns et aux yeux vifs, était assise à son pupitre, une ardoise devant elle. Auguste passa devant la porte fermée vers 10 heures, en route vers ses appartements. Il entendit la voix de Victoire, claire, posée, sans affectation, expliquer la déclinaison latine de Rosa, puis celle de Mathilde, hésitante, qui répétait. Victoire corrigea avec douceur, sans impatience, et enchaîna avec une explication sur les constellations visibles depuis le jardin du château. Auguste s'arrêta. Il ne frappa pas. Il écouta, debout dans le corridor, la main sur la poignée de cuivre qu'il ne tourna pas. Mathilde demanda « Pourquoi les étoiles ont-elles des noms latins, mademoiselle ?» La voix de Victoire portait une pointe d'amusement. « Parce que les Romains voulaient que le ciel leur appartienne aussi. Ils ne se contentaient pas de conquérir la terre. Ils voulaient nommer les dieux, les planètes, les constellations. C'était leur manière de dire « Nous comprenons le monde. Et vous, vous comprenez le monde ?» Un silence. Puis la voix de Victoire, plus douce. « Je comprends que le latin et les étoiles ne changent pas, même quand tout le reste change. C'est déjà beaucoup. » Auguste retira sa main de la poignée et s'éloigna sans bruit. Dans le grand salon, Diane brodait près de la fenêtre. Elle leva les yeux lorsqu'Auguste entra, observa son visage, trop neutre, trop composé, et reconnut quelque chose de dangereux. Pas dans ce qu'il disait, dans ce qu'il ne disait pas. Elle reposa son ouvrage. « Comment se porte Mathilde ?»« Bien. L'institutrice semble compétente. Bestia. Victoire Dessin. Fille de Henri Dessin, si j'ai bien compris. » Auguste hocha la tête sans rien ajouter. «
Diane le regarda traverser la pièce et disparaître dans le corridor. Elle reconnut la manière dont il esquivait une porte qu'il aurait autrefois traversée sans y penser. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était le contraire. Les jours suivants confirmèrent ce que Diane avait pressenti. Auguste prolongeait ses passages dans l'aile est. Il trouvait des prétextes pour venir chercher Mathilde après les leçons, pour vérifier les livres de la bibliothèque, pour inspecter les fenêtres qui, selon lui, laissaient passer trop de courant d'air. Chaque fois, il s'arrêtait devant la porte de la salle d'études. Chaque fois, il écoutait sans entrer. Chaque fois, il repartait. Victoire, de son côté, ne semblait pas remarquer ces passages, ou peut-être choisissait-elle de ne pas les remarquer. Elle enseignait avec une précision qui impressionnait même les domestiques. Mathilde progressait en latin, en géographie, en astronomie, avec une rapidité qui témoignait autant de la qualité de l'enseignement que de l'intelligence de l'enfant. Un après-midi, alors que Victoire lisait sous le tilleul du jardin, un volume d'Ovide posé sur ses genoux, Auguste la vit depuis la fenêtre de la bibliothèque. Elle avait retiré son chapeau, et ses cheveux bruns étaient noués en un chignon simple. Elle lisait avec une concentration totale, les lèvres légèrement entr'ouvertes, la tête inclinée de cette manière, qui lui rappelait toujours quelqu'un. Il détourna les yeux et referma le livre de Tacite qu'il n'avait pas lu. Le soir même, au dîner, Diane observa son fils avec une attention accrue. Il mangeait en silence, répondait aux questions par monosyllabes, évitait de croiser son regard. Lorsqu'elle mentionna que le contrat de Victoire pourrait être raccourci de septembre à juillet pour des raisons budgétaires, Auguste releva brusquement la tête. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas besoin d'une institutrice aussi longtemps. Mathilde progresse vite. Justement, elle a besoin de continuité. Diane posa sa fourchette. Tu me sembles bien investi dans l'éducation de ta nièce. C'est mon devoir. Elle le regarda fixement. Bien sûr, Auguste ne répondit pas. Mais cette nuit-là, il donna des instructions au majordome. Le contrat de mademoiselle Dessein ne serait pas modifié. Septembre restait septembre. Il ne consulta pas Victoire. Il ne lui expliqua pas pourquoi. Il agit parce que c'était la seule chose qu'il savait faire. Le lendemain matin, Auguste découvrit que Diane avait outrepassé ses instructions. Elle avait convoqué le majordome et confirmé la nouvelle date de fin de contrat, juillet, pas septembre. Auguste entra dans le bureau de sa mère sans frapper. Diane leva les yeux de sa correspondance, les mains posées calmement sur le secrétaire en acajou. Il parla, la voix tendue. « Tu as annulé mes ordres. » Elle répondit sans se troubler. « J'ai corrigé une décision impulsive. Ce n'est pas à toi de décider. C'est précisément à moi de décider quand mon fils perd la raison pour une institutrice. » Un silence tomba comme une lame. Auguste serra les mâchoires, les poings fermés le long de son corps. Chaque mot sortit avec une précision glaciale. Elle reste jusqu'en septembre. C'est mon dernier mot. Diane le regarda partir sans répondre. Mais elle savait, ce n'était pas une décision administrative. C'était une déclaration. Cet après-midi-là, Victoire lisait sous le tilleul, le même volume d'Ovide ouvert sur ses genoux. Le soleil filtrait à travers les branches, jetant des ombres mouvantes sur les pages. Elle se leva pour rentrer, ferma le livre et marcha en direction du château. Elle ne remarqua pas le gant qui glissa de sa poche et tomba sur l'herbe. Le gant gauche, en coton blanc, raccommodé 2 fois. Auguste la vit partir depuis la fenêtre de la bibliothèque. Il attendit qu'elle disparaisse à l'intérieur, puis descendit l'escalier de pierre, traversa le jardin et s'arrêta sous le tilleul.
Le gant reposait sur l'herbe, blanc contre le vert sombre. Il se pencha, le ramassa. Le coton était encore tiède, imprégné de la chaleur de sa main. Il aurait dû le laisser sur la console de l'entrée, où les objets perdus étaient trop déposés. Il aurait dû le remettre au majordome. Il aurait dû faire n'importe quoi d'autre que ce qu'il fit. Glisser le gant dans la poche intérieure de son gilet, contre sa poitrine, et remonter dans ses appartements sans un mot. Cette nuit-là, il s'endormit avec le gant serré dans sa main droite. Le premier acte de possession qu'il ne pouvait disphraser d'administration. La deuxième semaine transforma l'Est en territoire partagé. Victoire et Auguste se croisèrent désormais chaque matin dans le corridor. Elle en route vers la salle d'études, lui en route vers la bibliothèque. Ils se saluaient d'un hochement de tête, sans s'arrêter, sans échanger plus que les civilités nécessaires. Mais chaque passage laissait une trace. Le froissement de sa robe de coton, l'odeur de cuir et de savon de Marseille qui le suivait. La manière dont leurs regards se croisaient une fraction de seconde avant de se détourner. Auguste prolongea le contrat de Victoire sans en parler. Il paya le médecin pour un examen de routine de Mathilde. Une précaution inutile que personne n'avait demandée. Lorsqu'un invité, un baron vieillissant au dîner, suggéra qu'une institutrice ne devrait pas être aussi visible dans une maison de cette importance, Auguste répondit avec une froideur qui glaça la table. Mademoiselle Dessein enseigne à ma nièce avec une compétence que peu de professeurs masculins pourraient égaler. Si cela vous dérange, vous êtes libre de dîner ailleurs. Le baron ne répondit pas. Diane observa son fils avec une expression indéchiffrable. Victoire, de son côté, commençait à reconnaître le schéma. Auguste agissait sans parler. Il prolongeait, protégeait, défendait. Toujours à distance, toujours sans explication. C'était un homme qui ne savait pas dire ce qu'il ressentait. Alors il le faisait à travers des actes qu'il espérait invisibles. La première véritable conversation eut lieu un soir dans la bibliothèque. Victoire cherchait un volume des Métamorphoses pour préparer une leçon sur les constellations. Elle entra sans frapper, croyant la pièce vide. Auguste était assis près de la fenêtre, un livre ouvert devant lui, une lampe à huile projetant une lumière dorée sur les pages. Elle s'arrêta sur le seuil. « Pardonnez-moi, monsieur le duc. Je ne savais pas que vous étiez ici. » Il ne leva pas les yeux. « Entrez. Vous cherchez quelque chose ?»« Ovide. Les Métamorphoses. » Auguste se leva et se dirigea vers l'étagère du fond. Il retira un volume relié de cuir sombre et le lui tendit. Leurs doigts se frôlèrent une seconde lorsqu'elle prit le livre. Un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel, mais qui laissa une empreinte aussi nette qu'une brûlure. Il demanda « Quelle constellation enseignez-vous » ? « Cassiopée. » La reine orgueilleuse. Elle acquiesça. « Oui, celle qui a été punie pour avoir prétendu être plus belle que les Néréides. » Auguste la regarda pour la première fois depuis qu'elle était entrée. « Et que pensez-vous de cette punition ?» Victoire hésita. « Je pense qu'Ovide voulait nous rappeler que l'orgueil a un prix. Mais je pense aussi que les dieux punissent souvent ceux qui osent dire la vérité. » Un poids s'installa entre eux, chargé d'une tension qui n'avait rien à voir avec Ovide. Auguste parla enfin, la voix plus douce. « Vous êtes la fille de Henri Dessein. » Elle le regarda. « Oui, vous le connaissiez ?»« Non. Mais ma mère, oui. » Victoire fronça les sourcils. « Votre mère ?» Auguste ne répondit pas. Il retourna vers la fenêtre, les mains croisées derrière le dos, le regard perdu dans l'obscurité du jardin. Il dit sans se retourner « Bonne nuit, mademoiselle. » Victoire quitta la bibliothèque avec le livre serré contre sa poitrine, le cœur battant d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Les jours suivants, la proximité devint insoutenable.
Auguste passait désormais chaque matin devant la salle d'études. Victoire le savait. Elle entendait ses pas dans le corridor, toujours à la même heure, toujours avec la même hésitation devant la porte. Il ne frappait jamais, il ne parlait jamais, mais il était là. Un matin, alors qu'elle enseignait la conjugaison latine à Mathilde, Victoire leva les yeux vers la porte et vit l'ombre d'Auguste à travers le verre dépoli. Il resta immobile pendant plusieurs secondes, puis s'éloigna. Elle reprit la leçon, mais ses mains tremblaient légèrement en tenant la craie. La 3e semaine commença par une catastrophe. Mathilde tomba malade. Une fièvre soudaine et violente qui la laissa délirante, incapable de reconnaître où elle se trouvait. Le médecin fut appelé en urgence. Il diagnostiqua une fièvre sans gravité, mais recommanda une surveillance constante pendant la nuit. Victoire refusa de quitter la salle d'études. Elle installa un lit de fortune près du pupitre de Mathilde et s'assit à son chevet, un linge humide à la main, les traits tirés par l'inquiétude. Auguste entra vers minuit, vêtu d'une chemise de lin sans gilet, les manches retroussées jusqu'au coude. Il demanda à voix basse : « Comment va-t-elle » Victoire ne leva pas les yeux de l'enfant endormi. La fièvre ne baisse pas. Auguste s'assit de l'autre côté du lit improvisé, sans demander la permission. Il prit une bassine d'eau fraîche et trempa un second linge. Ensemble, ils veillèrent en silence, changeant les compresses, surveillant la respiration de Mathilde, échangeant des regards inquiets mais peu de mots. À 3 heures du matin, Mathilde ouvrit les yeux, le visage rouge de fièvre, et murmura « Victoire ». « Pas, mademoiselle, pas, institutrice. » « Victoire ». Victoire se pencha immédiatement, prit la main de l'enfant dans la sienne. « Je suis là, ma chérie. Je ne pars pas. » Auguste entendit le prénom prononcé avec amour, sans calcul, sans distance, avec la confiance d'une enfant qui savait qui la protégeait. Et ce qu'il ressentit ne fut pas de la fascination, ce fut de la terreur. Parce que si Mathilde avait besoin d'elle ainsi, et s'il ressentait ce qu'il ressentait, alors la perdre ne serait pas comme perdre une institutrice, ce serait comme perdre Claire. La fièvre baissa vers l'aube. Mathilde s'endormit enfin d'un sommeil paisible, le visage détendu, la respiration régulière. Victoire et Auguste restèrent assis côte à côte, épuisés, les défenses effondrées. Leurs doigts reposaient sur le bord de la même couverture qui couvrait Mathilde. Ils ne se touchaient pas, mais la distance entre leurs mains était une phrase entière, non prononcée. Auguste parla enfin, la voix rauque de fatigue. « Elle t'appelle par ton prénom. » Victoire répondit simplement « Oui. »« Depuis quand ?»« Depuis le 1er mois. » Un vide s'installa. La lumière de l'aube commençait à filtrer par les fenêtres, jetant une lueur dorée sur les étagères de livres. Auguste commença « Moi aussi, j'aimerais ». Il ne termina pas la phrase. Mais Victoire l'avait entendu. Elle tourna la tête vers lui, les yeux brillants de fatigue et de quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Elle demanda doucement « Vous aimeriez quoi, monsieur le duc ?» Auguste détourna le regard, incapable de soutenir le sien. « Rien. Oubliez ce que j'ai dit. Je ne peux pas. » Il se leva brusquement, recula d'un pas, comme si la proximité était devenue insupportable. « Il faut que j'y aille. » Elle prononça son nom. Auguste. Il s'arrêta net. C'était la première fois qu'elle prononçait son prénom. Pas « Monsieur le Duc », pas « Monsieur de Sèvremont ». Auguste. Il ne se retourna pas. Il sortit de la salle d'études sans un mot, laissant Victoire seule avec Mathilde endormie et le poids d'une phrase inachevée qui résonnait encore dans le silence. Le lendemain matin, Diane chercha Victoire dans le jardin. Elle la trouva sous le tilleul, assise sur le banc de pierre, un livre fermé sur ses genoux.
Victoire leva les yeux à son approche, surprise, mais pas inquiète. Elle se décala légèrement. « Asseyez-vous, madame. » Diane répondit avec une pointe d'ironie. « C'est moi qui donne cet ordre dans cette maison. Mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait en 33 ans. Dire la vérité. » Elle s'assit à côté de Victoire, les mains jointes sur ses genoux, le regard fixé sur les rosiers au loin. « Votre père s'appelait Henri Dessein. Il enseignait le latin. Il avait cette façon d'incliner la tête quand quelque chose le passionnait, exactement comme vous le faites quand Mathilde réussit une déclinaison. » Victoire se raidit. « Vous connaissiez mon père. Alors que je l'ai aimé. 3 mois. Assez pour détruire 33 ans. » Un silence absolu tomba. Victoire ne bougea pas, ne parla pas. Diane continua, la voix égale mais chargée d'un poids que les années n'avaient pas allégé. « Ma famille l'a découvert. Le mariage avec Sèvremont s'est négocié en 2 semaines. Henri a été renvoyé. Je ne l'ai jamais revu. Il est mort à 48 ans. 3 lignes dans la Gazette des Savants. Et maintenant sa fille est dans ma maison. Avec le même latin, la même intelligence. Et mon fils fait exactement ce que j'ai fait. Il se dit mardi. » Victoire demanda, la voix tremblante. « Pourquoi me dites-vous cela ? » « Parce que ce que votre père et moi avons vécu ne s'est pas terminé par un heureux dénouement. Ça s'est terminé par 33 ans de silence et une lettre dans un coffre. Et je refuse de regarder mon fils devenir moi. Alors vous voulez que je parte ? Je veux que vous compreniez ce qui arrive aux gens comme nous dans des maisons comme celle-ci. L'amour ne suffit pas contre les murs. Votre père l'a appris. J'ai mis 33 ans à l'apprendre. Ne mettez pas 33 ans. Partez maintenant. Partez avant les 33 ans de mardi. » Victoire regarda Diane, et ce qu'elle vit n'était pas une ennemie. C'était une femme dont le visage portait la cartographie exacte de 33 années de regrets. Elle dit enfin, « Mon père ne m'a jamais parlé de vous. » Diane répondit doucement, « Non, il n'aurait pas pu. Et vous, lui avez-vous jamais dit ce que vous ressentez à Auguste ?» Elle secoua la tête. « Non. Alors peut-être que le problème n'est pas l'amour contre les murs, c'est le silence. » Diane la regarda, et ce qui traversa son visage ne fut pas de la colère. Ce fut la reconnaissance que la fille de Henri avait la même capacité que son père de dire en une phrase ce qu'elle n'avait pas dit en 33 ans. Elle se leva. « Partez, mademoiselle Dessein, ou restez. Mais si vous restez, sachez que vous deviendrez moi, et je ne souhaite ça à personne. » Elle s'éloigna sans attendre de réponse. Cet après-midi-là, un bahut apparut devant la porte de la chambre de Victoire. Personne ne l'avait apporté sur ordre. Victoire l'avait sorti elle-même de l'armoire et l'avait posé là, ouvert, prêt à être rempli. Elle n'avait pas été chassée. Elle avait choisi de partir, parce que la vérité de Diane l'avait terrifiée plus que n'importe quelle menace. Auguste découvrit le bahut le lendemain matin. Il passa devant la chambre de Victoire en route vers la bibliothèque et vit la porte entr'ouverte, le bagage posé sur le lit, à moitié rempli de livres et de vêtements soigneusement pliés. Il entra sans frapper. Victoire était debout près de la fenêtre, dos à lui, les mains posées sur le rebord de pierre. Il dit, la voix blanche, « Tu pars ?» Elle se retourna lentement. « Votre mère m'a dit la vérité. Sur mon père, sur elle, sur ce qui arrive aux gens comme nous dans des maisons comme celle-ci. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Qu'elle a aimé un homme comme mon père. Qu'on les a séparés. Et qu'elle a passé 33 ans à se dire « mardi ». La même phrase que toi. Le coup atterrit avec la force d'une révélation. Auguste ferma les yeux une seconde, comme pour encaisser l'impact. Victoire continua, la voix tremblante mais ferme. « Mon père n'a jamais parlé de cette maison. Il est mort avec ce silence. Et ta mère vit avec le même. » Auguste commença. «
Ce n'est pas... Elle l'interrompit. Ce n'est pas la même chose. Tu as dit, je l'aurais oublié mardi à une femme qui s'est dit exactement la même chose il y a 33 ans. Et regarde là. Un vide s'installa. La lumière du matin inondait la chambre, crue et impitoyable. Victoire parla avec fermeté. Je pars parce que je refuse de devenir ta mère. Une femme qui garde une lettre dans un coffre pendant 33 ans en se disant que c'est du courage. Auguste répondit, la voix rauque. Ce n'est pas du courage, c'est de la peur. Je sais, c'est exactement ce que c'est. Et c'est ce que tu fais. Auguste ne répondit pas. Il resta immobile, les mains le long du corps, le visage fermé. Il dit enfin, si bas que Victoire faillit ne pas l'entendre. Claire est morte en souriant. Elle le regarda. Je sais, tu me l'as dit la nuit de la fièvre, quand Mathilde dormait et que tu as oublié d'être un duc. Si je te laisse rester, si tu restes, et que quelque chose... Il ne termina pas. Mais Victoire comprit. Elle s'approcha de lui, lentement, jusqu'à ce qu'ils soient face à face. Séparés par moins d'1 mètre, elle dit avec douceur, « Quelque chose arrivera. Toujours. Le bonheur ne se tient pas dans un coffre. Il ne se tient pas dans un gant. Il se tient dans une pièce où quelqu'un est présent. » Auguste murmura, « Ma mère, ta mère m'a donné la vérité. C'est le seul acte honnête que quelqu'un ait commis dans cette maison en 33 ans. Et ce qu'elle m'a montré n'est pas une raison de fuir. C'est une raison de rester. Parce que si je pars, l'histoire se répète. Elle a perdu mon père. Tu me perds. Et dans 33 ans, c'est toi qui seras assis dans un salon en disant à ton fils « Oublie-la mardi ». Auguste recula d'1 pas, comme si les mots étaient des coups physiques. Je ne sais pas comment faire autrement. Elle le regarda dans les yeux. Alors apprends. Elle attendit. Il ne répondit pas. Elle dit enfin, « Je pars demain matin. Si tu veux que je reste, tu sais où me trouver. » Elle retourna vers le bahut et continua de ranger ses affaires. Auguste resta immobile encore quelques secondes, puis sortit sans un mot. 2 jours passèrent. Le baoul resta devant la porte de Victoire, ni déplacé ni fermé. Auguste ne revint pas. Victoire enseigna à Mathilde comme si rien n'avait changé. Mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle écrivait au tableau. Le 3e soir, au crépuscule, elle descendit dans le jardin et s'assit sous le tilleul. Le même arbre où elle avait perdu le gant. Le même banc de pierre où Diane lui avait dit la vérité. Auguste la trouva là. Il traversa le jardin sans hâte, les mains dans les poches de son gilet, le visage indéchiffrable dans la lumière déclinante. Il s'arrêta devant elle. « Tu pars ?» Elle acquiesça. « Oui. »« Ma mère t'a convaincu ?» Elle secoua la tête. « Non. Elle m'a montré ce que je deviendrais si je restais. Et j'ai peur. » Auguste s'assit à côté d'elle sur le banc, sans la regarder. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Le vent faisait bruire les feuilles du tilleul, et l'odeur des roses montait du jardin comme une promesse ou un adieu. Victoire dit enfin, « Tu prolonges mon contrat au lieu de me parler. Tu paies un médecin au lieu de rester dans la pièce. Tu tiens mon gant en dormant parce qu'éveillé, ta main ne sait pas. Et ta mère me dit que c'est héréditaire. » Auguste ne bougea pas. Mais quelque chose dans son visage, la mâchoire qui se desserra, les yeux qui cessèrent d'esquiver, ressembla au tout premier instant d'un mur qui craquait. Il sortit le gant de la poche intérieure de son gilet. Le même gant, coton blanc, raccommodé 2 fois, avec l'empreinte de ses doigts dans le tissu. Il le posa sur le banc de pierre. Entre eux, pas dans sa main, entre eux. 2 jours, les yeux ouverts. Il dit, la voix brisée, « Je ne l'aurais pas oublié mardi. » Elle le regarda. « Ce n'est pas suffisant.
Il répondit doucement. « Non, mais c'est la première phrase vraie que je dis depuis 6 ans. » Victoire regarda le gant, regarda l'homme, regarda l'arbre où elle lisait, le jardin où sa main avait laissé tomber ce morceau de coton que la main d'un duc n'avait pas su rendre. Elle ne le prit pas, ne le toucha pas. Elle parla avec calme. « Demain matin, même table que ton petit déjeuner, même heure. Et quand ta mère sera là, tu ne diras pas « mardi », tu diras mon nom. Et ensuite on verra, c'est ce que les gens qui ne mettent pas le bonheur dans un coffre disent. » Elle se leva, passa devant le baoul, ne le toucha pas non plus, ni le gant ni le bagage. Les deux restèrent où ils étaient. Ce qui resta sur le banc de pierre, dans la lumière du soir. Un gant qui n'appartenait ni à la main qu'il avait perdue, ni à la main qu'il avait gardée. Il appartenait à l'espace entre les deux. Le lendemain matin, le Commodore du petit déjeuner baignait dans la même lumière de juin qu'au début de l'histoire. Diane était assise à sa place habituelle, la tasse de porcelaine bleue devant elle, les mains jointes sur la nappe blanche. Auguste entra, vêtu du même gilet de velours sombre, la chemise de lin impeccablement boutonnée. Il prit place en silence. Puis Victoire apparut dans l'embrasure de la porte. Elle n'avait pas été invitée. Elle n'avait pas été chassée. Elle était simplement présente. Auguste leva les yeux, regarda sa mère, regarda Victoire et dit « Victoire ». Seulement le nom, en voix haute, avec sa mère comme témoin. Diane ferma les yeux un instant, le poids de 33 ans de mardi dans une seule respiration. Elle ne dit rien, mais elle ne dit pas non plus « oublie-la ». Et le silence de Diane, qui avait été prison pendant 33 ans, se transforma en quelque chose qui ressemblait, de loin, à la lumière du petit déjeuner, au début d'une permission. Les jours qui suivirent furent différents. Le baoul disparut de devant la porte de Victoire. Le gant ne retourna jamais dans la poche d'Auguste. Il trouva une nouvelle place, posée à côté du tintero de la salle d'études, comme un marque-page, comme une promesse tenue. Un matin, dans le corridor de l'aile est, Auguste croisa Victoire. Cette fois, il ne se contenta pas d'un hochement de tête. Il s'arrêta, prit sa main gauche, celle du gant perdu, et la tint comme on tient les choses qu'on a appris à lâcher trop tôt. Il embrassa ses doigts, pas avec passion, avec reconnaissance, comme quelqu'un qui rend avec les lèvres ce qu'il a volé avec les mains dans un jardin. Il dit simplement « Merci ». Pourquoi ? Pour avoir attendu que je sois présent. Victoire sourit. Le premier vrai sourire qu'il lui voyait depuis des semaines. Quelques jours plus tard, Diane entra dans le bureau d'Auguste sans frapper. Elle tenait une enveloppe jaunie, scellée, l'encre pâlie par le temps. Elle la posa sur le secrétaire devant lui sans un mot. Auguste demanda « Qu'est-ce que c'est ?» « Une lettre, adressée à Henri Dessein, écrite il y a 33 ans, jamais envoyée. » Auguste regarda l'enveloppe, puis sa mère. « Pourquoi me la donnes-tu ? » « Parce que tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Tu as dit son nom. » Diane sortit sans attendre de réponse. Auguste ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille de papier, couverte de l'écriture élégante de sa mère. Il lut les premiers mots. « Mon cher Henri, je ne sais pas si cette lettre te parviendra jamais. Mais il faut que tu saches. » Il referma la lettre sans la terminer. Ce n'était pas à lui de la lire. C'était à Victoire. Ce soir-là, il la trouva dans la salle d'études, assise à son pupitre, corrigeant les devoirs de Mathilde. Il posa l'enveloppe devant elle. Il dit doucement « C'est de ma mère. Pour ton père. » Victoire prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle reconnut immédiatement le nom sur le sceau. Elle leva les yeux vers Auguste, les larmes brillant dans la lumière de la lampe. Elle murmura
Elle l'aimait vraiment. Il acquiesça, oui. Et elle a gardé cette lettre pendant 33 ans. Il répéta, oui. Victoire posa la lettre à côté du gant sur le bureau. Deux objets qui n'avaient jamais atteint leur destination. Deux silences qui avaient duré trop longtemps. Elle dit avec fermeté, « Je ne veux pas devenir elle. » Auguste répondit avec certitude, « Tu ne le seras pas, parce que moi, je ne serai pas mon père. » Il prit sa main. Cette fois, elle ne la retira pas. Le mardi était passé. L'oubli n'était pas venu, mais la vérité, oui. Et dans le jardin, sous le tilleul, le banc de pierre restait vide. Mais le gant n'y était plus. Il avait trouvé sa place. Pas dans un coffre, pas dans une poche, mais à côté d'une lettre qui avait attendu 33 ans pour être lue et d'un nom qui avait attendu 6 ans pour être prononcé. L'histoire ne se répétait pas. Elle se transformait. Et pour la première fois, en 33 ans, dans le château de Sèvremont, quelqu'un avait dit la vérité, à voix haute, avec témoin, sans attendre mardi.